Alors, j'en profite pour remercier les organisateurs, Madame Gouraud, Monsieur Abel, pour m'avoir convié à Aix. Et je vais donc essayer de vous parler des grandes invasions qui m'ont intéressé à plusieurs reprises dans mes études. Alors, je vais peut-être commencer par la date la plus connue, en 476 de notre ère. Le dernier empereur romain d'Occident, qui s'appelait Romulus Augustule, est déposé par un général d'origine barbare qui s'appelle Odoacre. 476, c'est la date qui a été souvent retenue comme la fin de l'Antiquité et le début d'une époque nouvelle, une époque qui cherche son nom. On parle de temps barbare, d'âge obscur, et puis rapidement, on va commencer à parler de haut Moyen-Âge. On a l'impression que l'Occident connaît, en 476, une rupture violente entre une période de haute civilisation qui était le monde romain, et puis des temps beaucoup plus difficiles qui s'étendent entre le 5e siècle et l'an 1000, une époque de sauvagerie. Alors comment expliquer ce phénomène ? Traditionnellement, on a expliqué que si on entre dans le Moyen-Âge, c'est parce que Rome est tombée. Et pourquoi Rome est tombée ? Bien à cause des barbares. Des grandes invasions seraient venues à bout d'une civilisation millénaire. Alors bien entendu, le problème est de savoir qui sont les barbares qui ont mis par terre cette belle civilisation romaine. Si on regarde ce que nous en disent les Grecs et les Romains de l'Antiquité, le terme de barbare est assez indifférent. Barbare, c'est tout ce qui ne parle pas grec ou latin, qui parle par borborigme, barbare, quelque chose qui est lié essentiellement au bruit, et puis très rapidement également à l'odeur, puisque le barbare sent mauvais par définition. Le barbare s'enduit le corps de beurre, alors que tous les Grecs savent, comme les Romains, que l'on s'enduit le corps d'huile d'olive pour sentir bon. Le barbare aussi, surtout, s'identifie à son poil. Le barbare est poilu, hirsute. Et comme son poil est rebelle, lui aussi est indiscipliné et rebelle à toute civilisation. Et puis, bien entendu, le barbare ne sait pas manger. Il se nourrit de bouillie, alors que tout le monde sait qu'il faut manger du pain. Et au lieu de boire du vin, il consomme de la bière. Ce qui est la preuve pour les Romains qu'on a affaire à une civilisation nomade, une civilisation loin de la ville et incapable de s'installer comme tout civilisé dans le cadre d'une civitas, d'une cité. Bon, si on regarde ces stéréotypes qui sont constants entre le 5e siècle avant notre ère et le 5e siècle après, on constate qu'il n'y a finalement que très peu de choses à en tirer. Même pas de la logique. Si vous réfléchissez bien, comment imaginer que des populations nomades boivent de la bière ? La bière est faite avec de l'orge, qui est une céréale, ce qui laisse supposer qu'on a affaire à une civilisation de sédentaires. Les Romains ne se posent pas ce genre de questions. Tout ce qu'ils veulent dire, c'est que les barbares, c'est le mal. Ce sont eux qui ont cherché à faire tomber Rome à plusieurs reprises, depuis l'époque des oies du Capitole, quand les Gaulois chevelus, eux aussi, avaient essayé d'attaquer Rome, et que ce mal revient régulièrement, et c'est lui qui va finir par mettre par terre l'Empire romain. À vrai dire, la chute de Rome peut être expliquée de beaucoup de façons différentes. Au XVIIIe siècle, de nombreux historiens se sont posé la question de la chute de Rome et ont envisagé de multiples raisons. On parlait de l'influence de l'Empire perse, un grand ennemi civilisé. Au XVIIIe siècle aussi, en Angleterre, Edward Gibbon a dit que si Rome était tombée, c'était la faute de l'Église catholique, qui avait amoindri les vertus civiques de l'Empire romain. Et puis, vers la Révolution française, on a dit que si Rome était tombée, c'était la faute à la monarchie absolue, puisque les derniers siècles de l'Empire ont connu un empire absolu. Puis on a évoqué d'autres choses, l'influence du plomb dans les canalisations romaines qui aurait créé du saturnisme. On a parlé aussi des juges corrompus. Bref, chaque historien pourra vous raconter la chute de Rome en trouvant le facteur principal. Ce n'est guère qu'au XIXe siècle, et notamment à la fin du XIXe siècle, que les barbares ont été accusés d'être les principaux responsables de la chute de Rome. D'ailleurs, est-ce que l'Empire romain est vraiment mort ? Je vais essayer de vous montrer que, selon le point de vue que l'on adopte, la conclusion peut être relativement divergente. Je vais donc essayer d'abord, dans un premier temps, de vous montrer la relation que Rome va nouer avec ces barbares dans les derniers siècles de son histoire. Alors, quand on pense à Rome, on pense bien sûr, à l'époque d'Auguste, à l'époque de Trajan, à l'époque conquérante du Haut Empire. Pourtant, l'essentiel du legs que nous devons à l'Antiquité,
tout ce que nous devons à l'Antiquité en matière de droit, de religion, ou même de fiscalité, puisque le système fiscal français est encore basé sur une logique romaine, on ne le doit pas à Auguste ou à Trajan, on le doit plutôt aux empereurs du Bas-Empire. Constantin, Dioclétien, tous ces empereurs assez mal aimés qui, à la fin de l'Empire, ont réellement reconstitué le monde romain. Pourquoi y a-t-il fallu le reconstituer? Eh bien parce que Rome a connu une grave crise au IIIe siècle, qui n'est pas une crise due aux barbares, mais qui est une crise due à une multitude de facteurs. Premier facteur essentiel, alors que l'Empire connaissait une relative stabilité politique pendant les 2 premiers siècles de notre ère, au IIIe siècle, l'histoire politique s'emballe. Entre 235 de notre ère et 270, il y a environ 70 empereurs en 3 générations. Sur les 70, il n'y a que 2 de ces empereurs qui meurent de mort naturelle. Tous les autres sont assassinés. Autant dire que pendant 3 générations, au IIIe siècle, l'Empire est en guerre civile quasi permanente. Deuxième idée, au IIIe siècle, l'Empire est immense. Un empire gigantesque qui désormais n'a plus de conquête rentable à faire. Tout ce qui était précieux autour du bassin méditerranéen a déjà été conquis. Il est devenu tellement grand et incapable de mener des conquêtes rentables que la garde de la frontière commence à poser problème. Pour garder la frontière, notamment en Germanie, il faut envoyer très régulièrement la solde des légions qui gardent le limes, c'est-à-dire la frontière méditerranéenne, et cette somme que l'on verse régulièrement pour garder l'Empire commence à devenir intenable dans un contexte de crise politique, alors que la guerre civile consomme une part importante des richesses. Alors évidemment, il y a une pression barbare. Les barbares, au IIIe siècle, agressent le limes. Ils attaquent régulièrement les provinces, que ce soit en Orient ou en Occident. Est-ce qu'ils le font plus qu'autrefois? Pas forcément, mais disons qu'il devient plus difficile de garder cette frontière qui est devenue extrêmement distendue. La présence de barbares, les attaques de barbares, créent une crise militaire. La crise militaire oblige l'Empire à dépenser plus d'argent pour garder la frontière, ce qui entraîne très rapidement une crise budgétaire. Au IIIe siècle, il n'y a plus d'or dans le trésor romain. Cette crise budgétaire associée aux troubles politiques va faire que l'Empire romain, désormais, ne va plus dépenser pour les infrastructures civiles, pour la construction de routes. Désormais, on va concentrer toutes les richesses uniquement sur un point, c'est l'armée. Alors vous savez ce qui se passe quand le trésor public cesse de faire des dépenses, la crise budgétaire débouche sur une crise économique. Une crise économique dans un contexte ancien, ça veut dire qu'il y a moins d'activités, moins d'échanges, et très rapidement, la crise économique va à son tour nourrir la crise militaire dans la mesure où il y aura moins d'or. On est dans un cycle vicieux qui est d'autant plus grave que dans une société ancienne, quand on a une crise économique, il y a moins de céréales. Et mathématiquement, jusqu'au XIXe siècle, moins de céréales, ça signifie moins d'hommes. La crise économique du IIIe siècle va déboucher sur une crise démographique. L'Empire romain se vide. Alors, pas partout, pas forcément énormément, mais on estime que certaines provinces, notamment la Gaule, va perdre environ 20% de sa population. Parce qu'il y a moins de nourriture, parce que les organismes sont affaiblis face aux épidémies. Et évidemment, quand il y a moins d'hommes, il y a moins de légionnaires. Moins de légionnaires, ce qui fait que le limes est plus difficile à garder. Et qui dit moins d'hommes, dit également moins de contribuables. On va avoir tendance à nourrir la crise budgétaire. Il y aura encore moins d'or dans le trésor romain. Cette situation dramatique du IIIe siècle va également révéler une des grandes fragilités du monde romain. Le monde romain vivait depuis son origine avec les barbares. Pour être exact, très régulièrement, les grands empereurs, Trajan, Auguste, Tibère, menaient des grandes expéditions au-delà du limes pour aller faire des razzias, pour piller un peu d'or, c'était toujours agréable, mais surtout pour capturer des esclaves. L'Empire romain était un empire esclavagiste.
Autant dire que le prix de la main-d'œuvre était extrêmement bas. Et l'Empire ne pouvait fonctionner qu'avec un prix de la main-d'œuvre très bas. Or, la crise militaire fait que désormais, il est impossible de faire de nouveaux esclaves. Le prix de l'esclave au cours du IIIe siècle se multiplie par 20. Autant dire que les grandes fermes d'Italie centrale qui étaient exploitées par des milliers d'esclaves deviennent soudainement plus du tout rentables. Et ce prix en hausse de l'esclave va bien entendu nourrir la crise économique. Il va y avoir encore moins de céréales sur le marché. C'est ça l'une des causes principales de la chute de l'Empire, c'est cet effondrement d'un système vertueux qui faisait que la conquête nourrissait le fonctionnement de l'Empire. À partir du moment où on ne peut plus faire de conquête, eh bien, le fonctionnement est perturbé. Alors évidemment, au IIIe siècle, même si les empereurs sont un peu faibles, ils vont essayer de trouver des solutions. Alors sur quoi peuvent-ils agir ? La crise militaire difficilement, la crise économique, on n'a pas encore appris l'économie keynésienne. Que savent-ils faire ? Ils vont essayer d'agir sur la crise budgétaire. Oui, non. Au IIIe siècle, on va d'abord agir pour essayer d'avoir plus d'or. Comme les Romains ont eu la bonne idée de ne pas passer à l'euro, on va dévaluer massivement la monnaie romaine. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'on trouve archéologiquement ? Au IIIe siècle, on trouve des milliers et des milliers de trésors composés de monnaie romaine enterrés aux quatre coins de l'Empire. Quelle a été la conclusion des archéologues, disons jusqu'aux années 1950 ? Si on trouve des trésors enfouis au IIIe siècle, c'est qu'il y a des gens qui les ont enfouis, donc il y a eu des grandes invasions, on a caché l'argent devant les barbares venus de Germanie. Aujourd'hui, les analyses sont un petit peu différentes. Regardez ce trésor qui a été découvert il y a 2 ans dans le Somerset en Angleterre, 52 000 pièces des années 260-270, ça correspond à environ 3 mois de salaire d'un fonctionnaire. C'est pratiquement rien. La monnaie est tellement dévaluée à Rome au IIIe siècle qu'on paie les gens avec des bouts de cuivre. Ce qui vous explique que quand il y a une nouvelle dévaluation, le trésor, c'est-à-dire les économies qu'on a faites et qu'on a enterrées dans un coin du jardin, il n'y a même pas besoin de les déterrer. Ça ne vaut plus rien du tout. Comme vous pouvez encore trouver dans vos fonds de tiroir des billets de banque de la République de Weimar de 3 millions de marks. Ça ne vaut rien. Donc les trésors monétaires du IIIe siècle ne sont pas les signes des grandes invasions. C'est le signe d'une implosion monétaire de l'Empire romain qui se retrouve à faire fonctionner la planche à billets en multipliant les émissions monétaires jusqu'à produire des monnaies qui coûtent plus cher à fabriquer que leur valeur réelle. Autant dire que cette dévaluation va avoir une conséquence pernicieuse sur Rome, c'est qu'elle nourrit la crise économique. Plus personne n'a confiance dans la monnaie qui circule. Deuxième action possible de l'Empire romain, face à une crise budgétaire, vous connaissez la solution, il n'y a plus d'argent dans le trésor public, on augmente les impôts. Alors, augmenter les impôts, ça marche dans un premier temps, mais quand les gens n'ont plus grand-chose à verser, les impôts deviennent extrêmement impopulaires, les paysans s'enfuient de leurs terres, et ça nourrit la crise économique. Quand les impôts deviennent tellement forts, tellement intenses, et que la pression est tellement mal vécue que l'on ne peut plus vivre sur sa terre, eh bien un certain nombre de paysans sans le sou, notamment en Gaule, décident de prendre le maquis, voire même de partir en Germanie. C'est-à-dire que les impôts vont nourrir la pression militaire parce que des gens vont se joindre aux barbares pour attaquer l'Empire romain. Parmi les agresseurs du IIIe siècle, on trouve énormément de classes populaires, voire de classes moyennes déclassées, qui ont préféré partir avec les agresseurs plutôt que de continuer à payer l'impôt romain. Cette situation est bien entendu extrêmement douloureuse pour l'Empire romain, d'autant plus qu'à partir du moment où l'Empire n'a plus d'argent du tout, c'est-à-dire à partir des années 250 de notre ère, il va falloir faire des coupures dans le budget. Alors, dans un contexte d'usurpation permanente, on ne va pas couper le budget des hauts fonctionnaires, parce que sinon ceux-là ils vont se révolter. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va couper le budget au niveau du troufion de base.
on va arrêter de payer les petites garnisons qui gardent le limès, à l'endroit notamment où cette frontière n'a jamais été attaquée. Le nord de la France, le nord de l'Angleterre, des endroits où, bon, il n'y avait pas eu d'attaque depuis 50 ans. Seulement, les barbares qui vivent à côté s'en rendent compte qu'il n'y a plus personne dans les fortins. Et à partir de 250 de notre ère, on voit vraiment des vraies invasions barbares. Des barbares qui profitent de cette frontière dégarnie pour attaquer l'Empire romain, mais pas pour l'envahir, simplement pour faire des raids de pillage. Ils s'enfoncent au niveau des brèches dans le limès et descendent très loin. En 250 de notre ère, une équipe de Germains descend jusqu'aux Pyrénées, pille tout sur son passage et remonte jusqu'en Germanie, parce qu'ils ne sont pas là